Grandir entre le Liban et la France, c'est vivre une guerre civile, survivre au lieu de vivre, rencontrer l'amour et fonder une famille. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose le témoignage de Ange Ansour qui m'a émue. En 2 ans de podcast, c'est la première fois que je pleure pendant une interview. Cet épisode est rempli de beaux messages et j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Ange. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, Ange Ansour, je suis maman de 3 enfants qui sont grands maintenant, qui ne sont plus que ceux qui paraissent à la photo. Je suis franco-libanaise, je suis cofondatrice et directrice de S'Aventurier École de la Recherche et également de l'Association française pour l'éducation par la recherche. J'ai un parcours professionnel multiple qui pourrait intéresser les mamans parce qu'il a toujours accompagné des moments clés où, la maternité, la parentalité a été en écho avec un parcours d'études et de profession. J'ai une double formation de philosophie et de traduction. Je suis ancienne élève de l'École supérieure d'interprète traducteur. À la sortie de l'école, j'ai travaillé au Quai d'Orsay en tant que traductrice. Et ensuite, j'ai passé les concours pour être professeur des écoles, donc en candidat libre. Et j'ai enseigné en zone d'éducation prioritaire à Bagneux, en banlieue parisienne. Et ensuite, j'ai fondé S'Aventure École de la Recherche au CRI, qui maintenant s'appelle le LPI. Et nouvelle aventure, j'ai cofondé l'Association française pour l'éducation par la recherche, qui portera les projets S'Aventurer, qui développera d'autres projets, notamment pour les jeunes. On en parlera après et on pourra voir pourquoi il y a un écho et une conversation entre la vie privée et la vie professionnelle. Génial, ben merci beaucoup. Alors c'est vrai, du coup, vous venez de nous le dire, donc vous êtes d'origine franco-libanaise. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre enfance et votre adolescence, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc, je suis née et j'ai grandi à Beyrouth, au Liban, pendant la guerre. Donc, D'accord. clairement, jusqu'à mes 18 ans, je n'avais absolument aucun autre horizon ni une autre connaissance de la vie que celle de vivre en guerre. D'accord. Absolument rien. Je pouvais soupçonner à travers les produits culturels, les lectures. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Je suis bien vieille, plein de gens. C'était par oui-dire, si j'ose dire. Hmm. Ça pouvait être la vie banale, ordinaire. Donc, jusqu'à 18 ans, mode survie. D'accord. Et non pas mode vie. Et c'est intéressant, vous allez voir après pourquoi Hmm. c'est intéressant quand on devient parent. J'étais élève du Carmel Saint-Joseph, c'est une école homologuée française, donc j'ai passé le bac français. J'ai fait que le programme français jusqu'à la terminale. Je D'accord. faisais que la langue arabe en arabe. Donc Ok. j'ai quelques heures pour apprendre l'arabe littéraire. Sinon, tout le reste, c'était donc ce qui ajoutait à l'étrangeté Hmm. de mode survie totale, mode guerre absolue civile. Vous savez que le pire des mots, c'est pas la guerre, c'est la guerre civile. Et à côté de ça, un truc extrêmement étrange où je faisais les châteaux de la Loire, les maths, Baudelaire, les cours de SVT, voilà. Et on passait les concours, enfin le bac français, Académie de Lyon, voilà. Hmm. D'accord. Et du coup, quand vous êtes arrivé en France, vous aviez quel âge et est-ce que vous vous êtes adapté facilement? Parce que finalement, vu que vous étiez à l'école française, déjà au niveau de la langue, c'était sûrement plus facile. Alors, au niveau linguistique, je vais commencer par le plus simple. J'ai appris le français et l'arabe à la maison, donc à D'accord. l'encadrement de l'école, comme beaucoup, beaucoup de Libanais. Donc, l'école n'était que la continuité, je dirais, de plus qu'un bilinguisme, parce que comme vous le savez, il y a l'arabe littéraire standardisé qu'on apprend de manière savante et il y a l'arabe dialectal. Donc, il y avait une diglossie concernant une des langues, qui est l'arabe, qui est propre à plein de langues, hein, Hmm. qui n'est pas seule, et le français. Et l'anglais est arrivé assez rapidement, vers l'âge de 2-3 ans. D'accord. Donc, l'arrivée en France s'est faite après mon bac. Donc, j'ai littéralement passé mon bac sous les bombes. On a Hmm. créé des bombardements. On n'a pas pu passer la session de juin, comme nos camarades en France, hein. C'est très étrange, hein, parce que nous étions sous les bombes. Hmm. Et nous l'avions passé avec la session de rattrapage en septembre. Pour ceux D'accord. qui
pour raison X en France, ne pouvaient pas faire leur bac en juin, maladie, etc. Ils avaient une session de rattrapage. Nous, on avait la guerre comme Mmh. excuse. Et donc, littéralement, il y avait une sorte de trêve entre 8 heures et 14 heures. Donc, on sortait des abris sous terre, on passait le bac. euh, un hélicoptère venait récupérer nos copies du bac, les ramener au consulat à Chypre, et de là, un avion pour qu'il soit corrigé avec nos camarades français en toute impartialité à l'Académie de Lyon, pendant que nous, on regagnait l'abri sous terre. Donc oui, j'ai passé mon bac français à Beyrouth dans ces conditions. J'ai eu mon bac et je suis venue pour faire mes études en France. D'accord. À la fois classique et étrange. Donc, arriver en France, c'est à la fois un sentiment d'immense familiarité. Mmh. Je suis le pur produit euh, de cette francophonie, hein, j'utilise bien le terme de la francophonie, qui va au-delà de la langue. C'est Mmh. une appropriation culturelle, une appropriation politique de ce que c'est la laïcité, de ce que c'est avoir une république et certaines aspirations à un mode de vécu citoyen, un héritage littéraire, culturel, méthodologique. On ne travaille pas à l'école, pas des dissertes partout dans le monde. Hein, voilà. Et en revanche, du point de vue personnel, une rupture absolue, parce que ça aurait pu être un autre pays, j'aurais vécu absolument la même rupture. Des gens sont, eux, c'est ce que je croyais être la vie normale, Mmh. que j'allais enfin connaître la vie normale, et c'était pas possible de la connaître. Il y avait un mur, c'est même pas un mur, j'avais absolument aucune façon, aucun outil affectif, émotionnel, social ou intellectuel. Euh, je suis tombée malade. La première semaine, au bout de 24 heures, j'ai fait une grosse fièvre. J'étais une gamine, hein, j'avais à peine d'avoir mes 18 ans, d'être majeure, de Mmh. pouvoir partir seule. Je venais de quitter mon petit frère et mes parents sous les bombes, littéralement. Euh, c'est même pas une image, c'est vraiment Mmh. une réalité. Et je pense que pour ceux qui suivent l'Ukraine, ils doivent comprendre ce que c'est quand les enfants partent et laissent des proches sous les bombes. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment les gens vivent. J'avais pas les codes. Mmh. Qu'est-ce que c'est vivre et ne pas survivre? Voilà, Ouais. c'était la dichotomie. Je pense que je m'en débarrasserai jamais. Et les seules personnes, au bout d'un moment, avec qui je pouvais vraiment dialoguer, c'était les survivants de la Shoah, parce que eux savaient ce que c'était survivre et vivre, Mmh. et à quel point on est obligé juste d'être comme un ethnologue, observer en immersion des gens qui vivent et les imiter. Ça ne veut pas dire qu'on le vit, on les imite, c'est tout. On a une vie d'imposture jusqu'à la fin de nos jours. Et alors, bien sûr, on imite de mieux en mieux. On devient très expert. Parfois, on se perd. On ne connaît plus tout à fait la vie. Puis, paf, au moindre truc, on se met en mode survie. Mmh. Et on se rappelle qu'on ne fait que imiter. Voilà. Donc, D'accord. voilà pour l'arrivée en France. Donc, une immense familiarité et une étrangeté absolue. Mmh. Et comment ça s'est passé après les études par la suite? À un moment donné, du coup, vous avez réussi à un peu... Alors, bah, les études, ça a toujours été, même à Beyrouth, ma planche de salut. Bonne élève, famille plutôt intellectuelle, où la valorisation des savoirs, la valorisation de la réussite scolaire, pas que la réussite scolaire en termes de notes, hein, parce que il fallait bien que je coche les cases quand même des bonnes notes, etc. Mais dans un milieu très, très porté vers la littérature, la poésie, les maîtrises de la langue, le bonheur qu'on peut éprouver dans le savoir. Donc, j'avais euh, en France, il y a tout un courant sociologique qui explicite l'avantage qu'ont ces enfants-là par rapport à d'autres, quelle que soit la diversité. Donc, aller à l'université, j'étais plutôt heureuse. Enfin, c'était la continuité de la bulle, si j'ose dire, qui protège D'accord. des difficultés, avec néanmoins la découverte du système français qu'on ne connaît pas à l'étranger. C'est-à-dire, c'est des dichotomies, grandes écoles, classes prépa, université. On le sait pas. Même avec Internet, je ne suis pas certaine que les étudiants, enfin que les parents, les familles qui mettent leurs enfants dans le système français connaissent. Du coup, ça a été un choc de découvrir le mépris que pouvaient avoir les enseignants enfin, à la fac Mmh. pour les étudiants. Et comme je n'avais pas d'accent, parce que j'étais dans... enfin, c'était très bizarre pour moi. Ils nous disaient, mais vous n'allez pas y arriver, pour passer la grecque ou le capet. Je ne savais même pas ce que c'était. Moi, j'étais une étudiante étrangère, je venais ici juste pour avoir mes diplômes. Et c'était très, très, très étrange. Je pense que pour un étudiant étranger venant en France, découvrir aller à la fac, c'est un peu le sous-système, et qu'il y a un système qu'il ne connaît pas, qui est invisible, c'est très déstabilisant. Donc, D'accord. à la limite, moi, j'avais
mon statut d'étranger qui me sortait de ces. Mais je pense que ça devait être extrêmement violent pour mes petits camarades français de savoir qu'ils étaient déjà en L1, L2, considérés comme les pas bons, quoi. Parce que Mmh. sinon, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait, pourquoi il y a eu une bifurcation? Je suis restée, déjà que j'étais ici en France parce que je voulais faire des études littéraires et de la philosophie et de la traduction, donc j'ai pas fait comme une immense majorité de mes camarades, parce qu'on fait beaucoup le bac, le lycée français jusqu'au bac et ensuite c'est le système anglo-saxon, D'accord. anglais, parce qu'il est plus réputé et puis il obéit à cette attente parentale qui est maintenant très forte partout dans le monde, même dans le système franco-français. Bah, ce que nous, on appelle LMD, licence, master, doctorat, et qui était à l'époque undergrad, grad, PhD, avec une vie de campus. Donc, je suis venue en France par une appétence de la culture française, une certaine manière de poursuivre une recherche personnelle de culture, de philosophie, de langue, etc. Et après, j'ai rencontré un monsieur français, un jeune homme français, très amoureuse. Pour mon bonheur, c'était réciproque. Et donc, j'ai poursuivi par amour. Donc, D'accord. voilà, donc c'était au départ un choix intellectuel et culturel, littéralement, et ça s'est poursuivi par choix amoureux. Donc, amour de la langue française, amour de la culture française et amour d'un Français, qui est mon mari, qui est le papa des 3 enfants. Génial! Ça, c'est une super histoire d'amour. Une très belle histoire d'amour, comme peut en rêver n'importe quelle fille étrangère arrivant à Paris et rencontrer un jeune homme, boulevard Saint-Germain, et faire sa vie avec. Émilie à Paris peut aller se rhabiller. Génial. Voilà, donc peut-être Paris n'est pas aussi réputé que les grands campus anglo-saxons, mais ville romantique jusqu'au bout. Super. Bah, au moins, je pense que ça a dû vous faire du bien après les 18 premières années de votre vie à survivre. Ça a dû être une petite bulle de bonheur quand même qui a dû Voilà, voilà. faire du bien. Alors du coup, maintenant, avec vos enfants, est-ce que c'est important pour vous de leur transmettre votre culture libanaise? Alors, c'est une étrange question. Alors, je pense que si vous posiez la même question à un Anglais, un Américain, un Allemand, un Indien, Ouais. il y aurait des réponses toutes faites. Enfin, toutes faites, auxquelles on s'attendrait. Déjà, moi, j'ai un problème, c'est quoi la culture libanaise? Nous nous sommes un peuple pluriel, Mm. plurilingue, pluriconfessionnel, avec une histoire à la fois très ancienne. Le Liban, c'est plurimillénaire, avant même que les notions de État, nation, gouvernement, frontières existent, et à la fois extrêmement récente, c'est une fabrication coloniale. Enfin, donc du coup, c'est vraiment très bizarre de se Mm. dire libanais. Alors, quelle est ma langue? Certainement la diglossie, elle est là. Enfin, la langue première, c'est un dialecte, hein, c'est pas la langue savante. Le français, ça c'est sûr. Heu, alors, et puis il y a je suis une enfant de la guerre quand même, donc il y a un rejet immense. Donc un attachement douloureux toujours, heu et un rejet. C'est quand même pas très drôle. Puis au lendemain de la guerre, ce sont les assassins qui auraient mérité d'être devant un tribunal de guerre, qui sont devenus ministres, ministres, députés. Donc il y a eu un sentiment de, D'injustice? bah, plus que d'injustice, c'est de: «Vous ne valez rien, vous ne vaudrez jamais rien. Vous les simples citoyens, les gens qui croient au progrès, à la dignité humaine, non seulement on vous a tué, assassiné, enlevé, torturé, tout ce que vous pouvez imaginer dans des joies d'une guerre civile, mais une fois que c'est fini, vous ne valez rien parce que ceux qui ont fait ça sont vos gouverneurs.» Et je pense qu'il y a eu deux choix de la part de beaucoup de Libanais, soit accepter parce qu'on est prêt à accepter tout, sauf à perdre la vie ou à être mutilé ou à être enlevé, soit dire: «Je m'en vais, c'est pas possible, c'est la dissonance cognitive, émotionnelle est trop importante.» Heu et donc il y a tout ça qui fait: «Qu'est-ce que je peux le transmettre?» Donc cette question a été très vivace, presque un ravage. Ça n'a pas été vécu: «Ah, je vais transmettre ma langue». Ça a été à la fois un process, donc les 3 grossesses ont été des moments de remaniement psychique importants. Mm. Et lorsque l'enfant est arrivé, il était chacun, différemment, à un moment différent de ma vie, que ce soit personnel ou professionnel, a hérité d'un remaniement psychique différent, vis-à-vis de la langue, vis-à-vis du vécu. Et ce que je peux en tirer, que ce que j'ai transmis dans de la culture libanaise, ce n'est pas une langue, ce n'est pas une mémoire de guerre, hein. J'ai jamais rien voulu cacher, sans pour autant partager les choses les plus glauques, Ouais. parce que c'était petit.
Donc voilà. Qu'est-ce qui est resté? J'ai décidé qu'il resterait des choses positives. C'est-à-dire, bah, dans la lignée d'une histoire très personnelle, très familiale, un certain amour de la culture, de la musique, de la poésie, de la littérature. Un second trait sur lequel je pense que c'est ridicule, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais il y a un esprit libanais. Il ne faut pas parler de résilience parce que c'est très énervant. Ceux qui sont résilients, c'est ceux qui ont la possibilité d'être résilients. Nous, on n'a pas le choix de survie. Donc, ne nous dites pas, oh, vous êtes fort. Enfin, tout ça, c'est pas. Tous ceux qui disent, vous êtes résilient, c'est un peu énervant. Pour être résilient, il faut avoir une société qui permet la résilience. C'est-à-dire, j'ai vécu un traumatisme individuel, j'ai des mécanismes personnels conjugués à des mécanismes sociaux, médicaux, peu importe, économiques, qui permettent de rebondir. Au Liban, c'est pas ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Soit on se flingue, soit on continue. Donc, oubliez, mettez de côté. Donc, voilà, il y a une force, comme des mauvaises herbes. Vous mettez du bitume, ça fissure et ça pousse. Tu n'as pas le choix. La vie, elle est là, on va chercher la lumière, on va y aller, on est entrepreneur, il y a des difficultés, on y va. On aime la culture, le capital intellectuel, qu'il soit culturel, qu'il soit un PhD, qu'il soit la capacité d'ouvrir un petit business et en faire un grand business, et l'héritage. J'ai grandi, beaucoup de Libanais, je pense que tous les Libanais ont grandi dans ça. On peut tout enlever, on peut tuer tes parents, on peut brûler ta maison, on peut t'enlever ton passeport. La seule chose qui te restera, c'est ce que mon père me dit, your brains, ton cerveau. Et ça, il est avec toi du jour où tu ouvres les yeux sur le monde jusqu'au jour où tu fermes les yeux. C'est ton bien le plus précieux. Donc ça, c'est important. Et le cerveau, c'est pas simplement les notes à l'école, c'est ce qui nous permet de comprendre les autres, de les interpréter, de les traduire, de les comprendre. C'est ce qui nous permet de décoder le monde, euh, d'y faire du bien et de réussir. Parce qu'il y a ce mythe de la réussite quand même, qui est très très fort. Une réussite scolaire, une réussite entrepreneuriale, une réussite sociale, une réussite de maman au foyer, peu importe. Il faut qu'on fasse et qu'on fasse bien. Il ne suffit pas de crever le bitume et de pousser comme une mauvaise herbe. Après, il faut se transformer en rose de jardin. C'est ça quand même l'objectif. Donc, voilà. Et ensuite, une histoire de dignité, parce que je viens quand même d'un milieu laïque, d'un milieu ouvert, d'un milieu qui croit au progrès et à la dignité humaine, même aux heures les plus loin de la guerre, même aux heures des tueries, des assassinats, des massacres interconfessionnels. On était dans un milieu multiconfessionnel, multireligieux, très laïque, voire athée pour certains, et dire que les humains, on leur doit la dignité. On ne traite jamais autrui comme un moyen, toujours comme une fin. Autrui fonde. Et ça, je pense que c'est fondamentalement que à travers mes choix professionnels, à travers mes choix familiaux, c'est quelque chose vraiment qui fonde le reste. Les langues, la culture, la réussite viennent comme conséquence de ce positionnement dans le monde. Avoir vécu la guerre au Liban, avoir vécu les haines civiles, c'est ce que tous les philosophes disent, que la guerre est un mal nécessaire. Et le mal qui n'est pas nécessaire, c'est les guerres civiles, parce que c'est la haine du plus proche de soi. Et donc, voilà, on ne peut pas. Donc, se chercher, quelle que soit notre place dans le monde, à faire en sorte de restaurer toujours la dignité d'être humain. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment tenu. C'est le plus fondamental. C'est une histoire sur plusieurs générations dans ma propre famille d'engagement politique, social, culturel, individuel. Et, et où qu'on soit dans le monde, la dignité, c'est fragile, on peut la bafouer rapidement. Et je pense qu'à l'heure où nos jeunes, mes enfants, mes enfants biologiques, mais nos enfants, nos jeunes, ils vont grandir dans un monde violent. Les changements climatiques, ce n'est pas simplement une histoire de calcul de bilan carbone. Toute l'histoire de l'humanité nous montre que lorsque les humains sont en compétition sur les ressources, ils ont tendance à ne pas être amicaux, Oui. à être extrêmement violents. Comment je transmets à mes enfants et aux enfants un message citoyen, politique, intellectuel, de préservation de la dignité humaine, de ce que cela implique comme choix humaniste, même lorsque je suis amenée à prendre parfois des décisions cruelles. Donc, voilà, je pense que il y a ceux qui ont connu des guerres violentes, longues, avec des nécessités d'arbitrage, des nécessités de choix. On a peut-être enfin notre utilité, parce que c'est difficile de vivre inutile avec ce qui nous constitue, qui n'est pas utile dans la plus grande préoccupation du peuple qui est le mien, maintenant, le peuple français depuis une trentaine d'années, et les vacances, le pouvoir
d'achat. Enfin, voilà, dire, c'est inutile. Donc, du coup, on vit un peu pas dans la honte, mais dans le silence. On va trouver juste des gens qui peuvent comprendre. Parce que pour les autres, c'est toujours exotique. Ah, je vais écouter une expérience de vie, un témoignage. Et dire, en fait, nous avons un devoir de témoignage. Un devoir de témoignage parce que là où nos gosses vont, on ne va pas diviser les émissions de carbone par deux d'ici 2030, c'est même pas la peine. Et nous avons un devoir, comme ceux qui ont vécu les camps sont sortis des camps, et à la fin, au bout de 20, 30 ans, ont pris la parole. Nous, il faut qu'on prenne la parole. Vous savez, les guerres, c'est pas sympa. Rien, aucun romantisme. Et ne croyez pas ceux qui vous disent ah, les jeunes, on va leur léguer, ils sont leaders. Non, non, c'est jamais sympa. Être leader, parfois, c'est être obligé de prendre des décisions et des choix qui exposent nos proches, nos lointains à des risques. Ou comment je fais pour que le mal ne devienne pas banal et ordinaire dans un monde où il y a réchauffement climatique, rareté des ressources, réfugiés climatiques. Voilà, on voit un petit peu là ce qui se passe par petites touches. Et ça reste un peu exotique. Voilà. Donc voilà, j'ai un devoir de témoignage. Oui, donc finalement, ce que vous essayez de transmettre à vos enfants, c'est surtout des belles valeurs de l'être humain et aussi peut-être de se préparer à ce qui va se passer Sans, après et d'essayer avec de... de l'espérance, pas dire ça va être l'effondrement, ça va être l'horreur. Non, 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 c'est pas possible. En tant que parent et éducateur, surtout éducateur, je reprends toujours, je la cite toujours, cette phrase de Patrick Boucheron, l'historien, qui l'a dit lors de sa leçon inaugurale. Pourquoi enseigner, sinon pour convaincre les jeunes qu'il n'arrive jamais trop tard. Donc c'est toujours, toujours le monde et le leur. Et je ne peux que leur donner des outils pour que ce soit le meilleur monde. Mais on a un devoir d'espérance. Ah, je suis désolée. Ah, bon, bah, on va parler de choses plus gaies peut-être. Ah, mais je trouvais ça super émouvant et... Ouais, je sais pas. Ça transmet plein de choses. Ah, bah, je suis à la fois désolée et à la fois heureuse que je sois claire, parce que si ça touche le gens, c'est vraiment mon objectif. Non mais vous inquiétez pas, c'est que je suis hyper sensible, du coup je pleure facilement. Ne vous inquiétez pas, je suis une fontaine. Mon mari me dit une drama queen. Donc... Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on évacue, quoi. Moi, je préfère pleurer que de rien ressentir aussi, c'est pas... Bah, en tout cas, félicitations, en 2 ans de podcast, vous êtes la première à m'avoir fait pleurer. Incroyable. Personne n'a réussi avant vous, quand même, hein. J'ai été émue, mais là... Bon, ça allait mieux. Alors... Vous avez des enfants? Non. Pas encore, mais je pense que ça sera très dur pour moi. Ça Non. sera pire. Mais non, jamais, jamais. Toujours très fun. Le meilleur conseil de parentalité, c'est la sage-femme qui m'a préparé pour mon premier. Puisqu'on se pose beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir envie de jeter son bébé par la fenêtre. Le tout, c'est de ne pas le faire. À partir de ce moment, ça m'a à la fois mis devant une immense responsabilité et une immense liberté. Oh. Du moment qu'on ne les jette pas par la fenêtre, tout va bien. Ça va, le cap est assez facile à passer. Voilà, mais du coup, c'était très joyeux. Ouais, oui. C'est un message de joie, c'est fun. Voilà. Ouais, c'est fun si on le fait pas. Tant qu'on ne le fait pas, après, bon, c'est tellement rare de passer à l'acte que tant qu'on y prend du plaisir, qu'on s'amuse, que ce soit fun, même si parfois on est exaspéré, fatigué et qu'on rêve qu'ils disparaissent et qu'on refasse rewind à l'instant de les avoir conçus, avant que d'être avoir pris à tour parfaite, c'est quand même fun. Bon, en tout cas, merci pour ce petit moment émotion. Première personne qui arrive à me faire pleurer en 2 ans de podcast, ça c'est fait. Ça va. Je pense que ça va aller. Allez. Non mais c'est bien aussi parce que les épisodes témoignages c'est aussi ça, hein, c'est des moments de vie partagés et du coup bah oui forcément il y a de l'émotionnel. Donc voilà, bon bah c'est moi qui pleure donc ça c'est fait. Du coup, pour en revenir à notre petite interview, pensez-vous que c'est important du coup de transmettre sa culture d'origine à ses enfants
par rapport à leur quête d'identité au moment de l'adolescence? Alors, c'est une question très intéressante puisque mes enfants sont soit adolescents maintenant, soit post-adolescents. Donc c'est vraiment, alors important ou pas important, qu'est-ce qu'une culture d'origine? Comme ayant eu une culture d'origine, entre guillemets, tellement mixte, Mmh. c'était la difficulté en fait, hem, la France est un pays très monoculturel. C'est-à-dire contrairement aux Italiens, aux Irlandais, aux Anglais, où il y a eu énormément d'émigration vers les Mmh. États-Unis, vers l'Australie, les Français sont restés ici et il y a pas de famille partout dans le monde et cetera. Donc c'était, comment concilier, chez les enfants et du côté paternel surtout aussi, une, cul un quelque chose d'extrêmement monoculturel, monolingue avec, un joyeux foutoir. OK. Parce que c'est ça, c'est plusieurs langues, la famille éclatée partout, aller en vacances pour voir, le frère de maman ou nos petits cousins, c'est quand même traverser la planète. Un bout au Liban, les meilleurs amis sont au Canada, aux États-Unis, voire dans les anciens, enfin à l'époque, les anciens pays du bloc de l'Est, parce qu'il y a quand même eu toute une histoire de militantisme à gauche dans la famille, donc en Hongrie, en Bulgarie, donc vous. Donc comment à la fois, et en fait, ce que j'ai transmis, c'est que vous êtes en fait issu de ce que sera le monde de demain. Ça va être toujours le monde de demain, être, vous savez, from nowhere and everywhere, être de Mmh. nulle part et de partout. Et donc être, de partout, vous êtes des citoyens du monde, hein, c'est le groupe WhatsApp, de mes anciens camarades de promo du Carmel Saint-Joseph, ben, c'est partout dans le monde. Mmh. C'est, 3 langues en permanence et vous êtes aussi, bah, ici, vous avez grandi en France, l'école républicaine française, la langue française. Donc c'était ça. Alors c'est important, oui, de transmettre parce que sinon les non-dits, que ce soit une histoire personnelle, interculturelle, histoire, peu importe, les non-dits, ce n'est jamais bon. Mmh. Surtout lors des remaniements de l'adolescence. Donc moi, j'ai vécu 3 adolescences différentes. J'ai le 3e qui est la enfin, j'ai 3 enfants, donc l'aîné est un jeune adulte de 21 ans aujourd'hui, une jeune fille de 19 ans et un dernier de 16 ans. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ils ont hérité? Déjà, ils ont vécu des histoires différentes en fonction de mon rapport au Liban. Par exemple, jusqu'en 2006, j'avais un rapport de proximité forte encore avec Beyrouth. Puis la guerre de 2006, j'ai eu un rejet très violent parce que, c'était encore la guerre. Je me disais: «Mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, moi, toujours, les angoisses de la mort, de la guerre. Je ne veux pas transmettre ça. Je peux pas. Je ne veux vraiment pas. Je veux casser la malédiction». Mmh. Donc lui, qui avait 6 ans, il a vécu 6 ans assez fortement quand même, enfin, voyage pluriannuel, ça. Et ma fille avait, 3 ans, D'accord. mais le dernier né avait quelques mois. Lui, il est né au moment de ce rejet très violent, de parce que je veux casser la malédiction, de de la peur de la mort violente. Voilà, c'était ça. Mais c'était donc voilà, donc oui, c'est important d'en parler. Choisir ses mots parce que si l'histoire, est joyeuse, bon voilà, ça passe comme une lettre à la poste, il y a pas de c'est un enrichissement. Si l'histoire est douloureuse, c'est toute la famille est embarquée. Mmh. Alors, ce qu'il y a à avantage, c'est qu'il n'y a pas de conflit franco-libanais, parce que je pense à d'autres issus, par exemple, des pays du Maghreb, où il y a des ressentiments, où il y a des conflits, des histoires ressassées. Ça doit être difficile. C'est difficile. Entre la France et le Liban, c'est une histoire d'amour Mmh. personnel et, et pluriséculaire. Enfin voilà, vous êtes un Français est chez lui à Beyrouth, un Libanais est chez lui à Paris. Donc ça facilite quand même beaucoup les choses, cette fascination mutuelle, cet amour mutuel. Il n'y a pas de ressentiment. Il y a, voilà, c'est un petit pays, le Liban, c'est celui qui compte le plus de bacheliers français à part la France. D'accord. c'est c'est pour vous donner une. Bien sûr, ce sont des classes favorisées, mais ça donne un indicateur sur les grandes proximités. D'accord. Alors, mes enfants ne se sont pas posés de questions identitaires. OK. Ils se sont, parce que ça a été fait plutôt joyeusement, même les questions douloureuses à disent. En revanche, je ne peux pas leur transmettre ma nationalité. Et ça, ils ont compris la chance d'être français. C'est-à-dire qu'une femme libanaise, on est des citoyens de second ordre, ne peut pas transmettre ses nationalités. Seulement les hommes. D'accord. Ce qui fait que lorsque mon aîné, avec 18 ans, il a voté. Et
on était invités je ne sais où, et je disais: «Ah, mes enfants sont franco-libanais». Il m'a dit: «Non, je ne suis pas franco-libanais, je ne peux pas voter au Liban». Donc, vous voyez? Donc Mmh. il a compris qu'il y avait un Liban de culture, de civilisation, de vie quotidienne, parfois, il a vu sa maman vivre des moments, ce qu'on appelle d'intensification diasporique, comme parlent les ethnologues, pour renforcer, rappeler, intensifier la mémoire des émotions, des affects. On va peut-être se jeter sur un plat qui va être comme une madeleine, ou bien réécouter la même musique pour faire de l'intensification Mmh. mémorielle, sensorielle, etc. Mais pas un citoyen. Je suis uniquement citoyen français. Mmh. Et ça, on en a parlé du coup pour les deux autres qui ne votaient pas encore, jeunes. Sur ce qu'est la place de la citoyenneté dans la constitution d'un individu. Et c'est là où, par contraste, par effet de démonstration par la négative, parce qu'on le prend comme si c'était acquis, ils ont compris que ce n'est pas un acquis et que oui, ils sont pleinement français, totalement français, mais pas pleinement libanais, Mmh. et D'accord. même artificiellement. Donc ça, c'était vraiment le truc le plus étrange. Mmh. Mmh. Mmh, c'est intéressant d'avoir du coup votre avis là-dessus, en plus avec 3 enfants du coup qui l'ont vécu sûrement différemment. Voilà, c'est le dernier qui pose le plus de questions, qui est Mmh. adolescent aujourd'hui. Et je pense que c'est lui qui a été le moins exposé à Beyrouth, Ouais. parce que, il est né en 2006, l'année où j'avais fait le rejet. Il Puis le Liban ne vit pas des moments tout à fait heureux depuis quelque temps. Puis j'ai plus de famille, j'ai plus personne. Si je vais à l'hôtel. J'ai quelques D'accord. amis, c'est tout. C'est lui qui est le plus attaché, qui pose le plus de questions, qui dit: «Est-ce qu'on pourrait aller une fois, plusieurs mois?» Est-ce que voilà, c'est lui qui éprouve davantage de manque. Mmh. Oui, du coup, c'est rigolo parce que finalement, le fait de pas y avoir été comme ses frères et sœurs, c'est le manque en fait qui lui pose question. Alors que Voilà, alors finalement, les deux autres y ont été et du coup, ils savent aussi se voilà, positionner. il y a été, et c'est très marrant parce que c'est lui le plus jeune, donc quand il a été, il était plus jeune qu'eux, mais c'est lui qui a la mémoire la plus précise et la plus vive. Il va se rappeler les rues, les odeurs, les magasins, l'emplacement des meubles, voilà. Alors que les 2 grands qui ont été plus souvent et qui étaient plus grands les dernières fois où ils y ont été, Ouais. en gardent, moins de souvenirs, et c'est là où on se rend compte aussi que notre transmission de mémoire, quel que soit ce qu'on fait, s'arrête à la construction psychique de l'enfant, Mmh. et c'est là où le parent, il peut pas dire: «Jusqu'à la fin, je vais adopter la même stratégie», parce qu'ils ne sont pas en attente de la même chose. C'est la limite du pouvoir parental. Mmh. C'est là où l'adolescent dit: «Je suis différent des autres, je te prie de me traiter différemment», et il faut l'entendre en tant que parent. Donc moi, j'ai dit à Ambroise: «En ce moment, c'est un peu difficile de se rendre à Beyrouth, mais promis, ta demande est différente, je l'entends. Donc on va, dès que c'est un peu plus rassurant, on ira à ta de», enfin, et c'est là où, en tant que parent, il ne faut pas qu'on soit dans la toute-puissance. Je vais transmettre, je vais donner, je ne vais pas transmettre. À un moment, ils sont adolescents et c'est là, ils nous disent: «Je suis moi, je ne suis plus une extension de toi». Mmh. Et je pense que c'est très important de l'entendre. Ouais. Bah, en tout cas, c'est des très beaux messages. Et justement, on arrive à la question pour les auditeurs. Après tous les messages que vous avez pu nous transmettre, est-ce que vous avez quand même un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Un message, Ou plusieurs, si vous voulez. et par rapport à tout ce qui est éducation interculturelle, Mhm. écoutez vos enfants, écoutez-les. Mettez entre parenthèses vos désirs de transmission, de omission, de positionnement à votre passé, la manière dont vous renégociez, vous remaniez en permanence, parce que nous autres qui vivons, c'est pas par hasard que j'ai choisi la traduction comme premier métier, et ensuite l'enseignement, ça a toujours été des métiers d'interface et de transmission. Mm. On vit pas dans des mondes définis, on est toujours aux interfaces quand on est messager, quand on est traducteur. Et quelque part, quand on est parent, c'est un peu ça. On est entre soi, le monde du passé, parce que pour nos enfants, on est des darons, n'est-ce pas? On est Mm. le passé. Écoutez-les. Mettez en parenthèse parfois. Et écoutez-les, ils sont différents, surtout à l'adolescence. Et ils ont besoin de même nier ce que vous êtes, ce que vous avez transmis, ce que vous pensez avoir transmis. Ça peut être violent parce que les adolescents, ils sont tout petits dehors parfois, mais c'est parce qu'ils sont fragiles et tout mous à l'intérieur, comme le dit Dolto. Et ils sont tout tendres dedans.
et plus ils sont avec des pincettes et des aiguilles, des épines pour vous faire mal dehors, plus il faut Mmh. se dire: «C'est le moment où je me mets de côté». Je me mets de côté, non pas parce que je ne suis pas important ou j'appartiens pas ici, je me mets de côté parce que l'enfant parle et pour que je puisse apporter la bonne réponse, donc revenir dans la relation Mmh. et revenir même en posant des limites, peu importe qu'est-ce que je dois faire, j'écoute. Mmh. C'est un super message. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, c'est un épisode riche en émotions et en beaux messages, ça c'est sûr. Pour finir, est-ce que vous avez envie, si c'est possible, de nous donner quelques liens ou pour vous contacter, si vous acceptez que peut-être des personnes vous contactent pour échanger avec vous sur ce sujet? Il ne faut pas hésiter à me contacter, soit sur les réseaux sociaux, je suis assez, présente, sur Twitter, sur mon nom et mon prénom, donc Ange Ransour. Mhm. C'est une combinaison rare, il y a que moi. Donc il y a aucun, LinkedIn, Facebook, Twitter. Mes adresses professionnelles qui sont également présentes en ligne, D'accord. où, vraiment aucune hésitation et c'est toujours un plaisir, de échanger, autour de ces questions. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'était un beau moment d'échange en tout cas. Et merci beaucoup. Merci et je vous souhaite une très bonne journée et une bonne écoute. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.